refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitLemac.com le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, nous allons nous intéresser à ça. Il est arrivé, l'iPad mini est arrivé à la rédaction d'iCreate. On va en parler, on va le décrypter sous toutes les coutures. Tous les détails, c'est dans le sommaire. L'iPad mini est arrivé et la fine équipe de Refait le Mac va tenter de dresser un premier bilan après quelques jours passés en sa compagnie. Que penser de son design, de son écran plus petit non Retina, de ses performances et surtout de son prix qui a fait couler beaucoup d'encre? Que vaut la mini tablette d'Apple face à ses rivales et notamment la Nexus 7 de Google? Débat, et n'oubliez pas les bons plans dont Refait le Mac, une promotion spéciale vous est réservée rien que pour vous par Macway sur un produit à découvrir en fin d'émission. On refait le Mac épisode 118 spécial iPad mini. Avec comme chroniqueur cette semaine Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut, il est tard, il est tôt, je ne sais plus, je suis à Paris et pourtant je suis jet-lagué, c'est un peu dur la vie parce que je crois que l'élection américaine m'a tué là, j'ai fait 6 heures à l'antenne, minuit 6 heures. Nuit blanche. À faire, tu vois, correspondant en direct du 6e continent de Twitter et de l'internet réunis et... donc je sais pas, il fait nuit, je sais pas trop quelle heure il est, je sais pas quel jour on est, je sais pas comment je m'appelle et quelque chose me dit que ça va pas s'arranger. Alors, moi j'ai suivi attentivement ta retransmission en direct, c'était de toute beauté. Manque de peau, moi je buvais des bières, donc moi aussi c'est assez flou, hein, mais voilà. Autre chroniqueur récurrent dans Refait le Mac et chroniqueuse dans la circonstance, il s'agit bien sûr de Fanny Bouton de Fanny'sParty.com. Bonjour Fanny. Bonsoir. Bon, moi ce coup-ci je suis un petit peu au frais, je suis à Metz. Ah bah que ça. J'ai pas de décalage horaire, tout va bien. Mais pourquoi faire quoi? Metz, on n'a pas idée. Metz. On va pas aller à Metz. Des congés, si, j'ai fait. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. On veut pas de détails. Mais on t'a forcé, c'est pas possible. Ça fait combien de jours que tu es otage? Non, tu reviens quand? Peut-être demain. Très bien. Autre chroniqueur de Refait le Mac, un habitué de Refait le Mac, bien sûr, c'est cet ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué doublement ce soir parce qu'on va parler du produit qui n'aurait dû jamais sortir selon lui, à savoir l'iPad mini et à savoir Monsieur X. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Chez Olivier. ou Monsieur X? Ouais, écoute, je me suis aperçu qu'il existait bien en vrai l'iPad mini parce que je suis allé l'essayer. J'ai joué avec à l'Apple Store. Parley 2. Cette semaine, je l'ai trouvé magnifique, donc mon erreur n'est que plus éclatante. Quand tu arrives en magasin, tu dis bonjour, je suis Monsieur X, est-ce que vous pouvez me prêter un iPad mini? Non, t'as pas dit ça? Bien sûr, oui. Et puis voilà, et là tout de suite, il m'en donne un noir et un blanc. Merci. Merci, ils peuvent. Hein. Ils te t'offrent quelques services quand même, je pense, ce genre d'Apple. Oh non, ça marche pas comme ça. Et dernier chroniqueur, un habitué également d'en Refait le Mac, il s'agit bien sûr d'Alexandre Lenoir du magazine iCreate. Bonjour Alexandre. Salut Olivier, écoute, je suis ravi d'être là. Je profite juste du début de l'émission pour faire un petit coucou à un autre Olivier qui se reconnaîtra, qui est le charmant vendeur qui m'a accueilli à l'Apple Store de Lyon où j'ai acheté l'iPad mini. Voilà. Tu as été l'acheter à Lyon? À Lyon, absolument. Mais bon, entre Metz et Lyon, bref, de l'iPad mini, donc c'est le sujet de cette émission. Et on va essayer ensemble de décrypter les avantages et les inconvénients de cette belle machine. Belle justement parce qu'on va commencer par parler du design. Ce qui frappe lorsqu'on l'a en main, c'est effectivement que c'est un bien bel objet. Il reprend de manière générale l'allure de l'iPhone 5. Première question, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et on va peut-être se tourner vers le côté féminin de cette émission, à savoir Fanny. Tu veux déjà mon avis? Écoute, je suis super contente en fait. J'ai été impressionnée. Agréablement. Non, mais... Attention, il y a Jean-Louis Fréchin qui te surveille. Voilà. Il fait très attention à ce que tu dis, notre designer Rémi. Ça m'a impressionnée. Non, je suis vraiment contente de l'iPad mini. J'avais très peur parce que j'avais lu quelques petites choses comme quoi il était large, il n'était pas facile à tenir en main, fallait le pincer par le bas et tout. Écoute, non, il tient très bien dans ma main, tu vois, comme ça, hop. Je suis d'accord. Une couverture rose. Voilà, il est tout léger et tout. Et j'avais la Nexus depuis plusieurs semaines dans mon sac à main et il s'est fait une place. Moi, j'ai pas de problème avec l'iPad 4 pour tenir dans la main en même temps. Oui, c'est vrai. Oui, mais toi, voilà, on s'arrêtera là. Cédric, en termes de qualité de fabrication et de qualité matière noble, c'est plutôt de la belle ouvrage, Cédric. Non, mais on va pas la peine de faire des périphrases, il est top.
Moi qui étais depuis juin amoureux de la Nexus 7, de la petite tablette sous Android. Et je suis pas seul d'ailleurs, parce que c'est drôle, en allant chez Apple pour découvrir ce bébé, je suis tombé sur un confrère que je n'aimerais pas, mais... Monsieur, vas-y, balance. Vas-y. Ok, Julien Telouk, qui... Julien Telouk de Game One, bien sûr. Et tu vois, dans le hall, avant de monter, on discutait pour savoir ce qu'on en attendait, et on était tous les deux amoureux de Nexus 7, alors que lui, en plus, il a toujours été iPhone, etc. Et ouais, vraiment, non, voilà, c'est un truc qui manquait totalement à la gamme Apple et sur lequel on se demandait comment Apple allait le concevoir. Est-ce que ça allait être différent? En termes de design, c'est remarquable. Quand on te le met dans la main, il faut arriver à trouver une image parce que c'est dur à illustrer. Mais quand on te met dans la main, c'est fin et c'est léger déjà, ce qu'on peut dire. Fin, ça. Mais 7 mm d'épaisseur et 308 grammes, 2 fois plus léger que l'iPad 4. Le truc, c'est que ça veut rien dire tant que tu l'as pas dans la main. Et quand on te le met dans la main, moi, ça m'a fait à peu près le même effet que la première fois que j'ai tenu un iPhone 5. C'est-à-dire, waouh, c'est pas lourd votre truc. Et puis c'est fin et t'as une belle impression de solidité conjuguée à de la fragilité parce que t'as cette grande vitre et ce truc tout fin et du métal. C'est très féminin en somme, Cédric. Et du métal qui donc a des chances de se rayer. C'est-à-dire que ce que je disais, c'est que la Nexus 7 que j'ai toujours sur la coudoir du canapé, il lui arrive de tomber de la coudoir du canapé et je sursaute jamais, je fais jamais. voilà. Là, voilà. Mais le design carton plein avec comment on s'appelle ce chanfrein refait là. Sur le modèle de l'iPhone et des on le voit mieux sur le blanc de Fanny. Hein, très, très clairement. Alors il faut que tu parles, Fanny, pour que je le vois. Je suis là, regarde. Ça, de face. Hop là. Et l'autre petit détail aussi, c'est ces marges toutes fines qui ont été affinées par rapport aux autres écrans. Moi, je trouve ça super. Ouais. Alors, d'une manière générale, des matières plus nobles que sur le Nexus, tu en parlais. On s'attendait, si effectivement, puisque c'est de l'aluminium, plutôt du plastique de l'autre côté chez Google, on s'attendait peut-être qu'il serait un peu plus lourd, ce qui n'est pas le cas. Hein. Il est plus léger que le Nexus 7. 308 grammes contre 340 grammes. Bon, est-ce que ça peut vraiment se sentir? Je pense pas. Il est plus fin également. Ça se sent comme tu sens la différence de poids entre un iPhone 4 et un iPhone 5. C'est-à-dire c'est un peu plus léger, mais c'est pas grand-chose. Là aussi, ça doit être 30 grammes. Mais c'est le rapport poids-taille qui fait que tu as une impression de légèreté. Si je te mets dans les mains un truc qui ressemble à un pack de lait et que ça fait 500 grammes, tu vas dire putain, c'est vraiment, vraiment très léger. Bah là, c'est pareil. Ce qui est plutôt agréable, et tu le disais, Cédric, c'est une vraie surprise ce design. Il reprend bien sûr celui de l'iPhone 5, mais c'est vrai qu'on s'attendait plutôt à voir un design classique de l'iPad tel qu'on le connaît depuis sa sortie il y a déjà 3 ans, avec un dos en aluminium et basta. Là, on a été chercher vraiment autre chose avec un dos de couleur. Voilà, c'est beaucoup plus original. Ça donne plus envie finalement de changer de son iPad que l'iPad classique qui lui a peu changé en termes de design, si ce n'est s'affiner peut-être, Alexandre. L'iPad non, il a même pas changé en termes de design depuis le 2, hein. C'est le 2, le 3, le 4, je te les mets en face de toi non allumés, je te me défie de me trouver une différence. L'épaisseur, en dehors du connecteur Lightning, il n'y en a pas. Un petit peu l'épaisseur, ouais. L'iPad mini, son design... il est moi je dirais qu'il est dans la continuité de ce que fait Apple avec l'iPhone 5, hein. C'est-à-dire un dos en aluminium brossé. Alors le blanc est pas strictement de la même tenue que celui de l'iPhone. En revanche, le noir est assez similaire, je trouve. Enfin, moi, il m'a semblé. Son côté Batman, moi j'aime bien. Moi, et puis alors dans la droite ligne de ce qu'on avait vu avec les derniers iPod Touch. Ouais. C'est-à-dire c'est vraiment le grand frère de l'iPod Touch en termes de design, sauf qu'évidemment tu as 16 neuvième d'un côté, 4 tiers de l'autre. On sent effectivement qu'il y a un petit virage qui est pris en termes d'identité de marque de la part de Jonathan Ive. On se dirige vers un design un peu moins minimaliste, un peu plus évolué. Moi, ça, j'aime bien parce que je n'étais pas forcément très fan du design de l'iPad. Ça montre aussi que l'iPad 4, il y aura peut-être quelque chose qui va arriver dans quelques mois, hein, puisque lui ne change pas en termes de design, si ce n'est évidemment à l'intérieur. On en parlera peut-être si on a un petit moment durant cette émission. Et le connecteur, tu en parlais, Lightning, Alexandre. Donc ça montre peut-être que ce design va aussi peut-être arriver dans l'iPad King Size. À terme, ce serait assez logique.
Oui. Bah, écoute, comment savoir, j'ai envie de te dire. Hein. Mais oui, il va bien falloir un jour qu'ils le Qu'ils harmonisent leur design, ça c'est logique quand même. C'est même surprenant du coup qu'ils aient qu'ils aient mis à jour l'iPad, le grand format. Parce que si c'est pour pas toucher au design, juste faire une mise à jour du pros et mettre un connecteur Lightning. La question c'est de savoir, est-ce que on est en octobre, est-ce que dans 5 à 6 mois on va sortir un new iPad qui serait la même chose mais avec le design unifié de tout le reste de la gamme des appareils mobiles, auquel cas là encore les gens qui l'achètent aujourd'hui vont faire C'est pas impossible. Moi je tournerais la question un peu différemment. Est-ce que l'iPad 4 n'est pas ce qu'aurait dû être l'iPad 3 il y a 6 mois? Mais bon, je suis d'accord avec toi, Alexandre, tout à fait. Je pense qu'Apple était en retard au moment de sortir l'iPad 3 et a sorti un appareil de compromis qui ne correspondait pas à ce qu'il voulait faire. Mais en termes de design, je pense qu'il y a une chose vraiment à proposer. Il faudrait que je reprenne mot par mot ce que tu viens de dire pour le mettre dans un cadre. Apple a sorti un produit qui ne correspondait pas à ce qu'il voulait faire. Est-ce que tu imagines l'énormité de ce que tu es en train de proférer? La preuve, c'est que 6 mois après, tu le mets à jour. Ils ont sorti un produit dont ils ne sont pas contents. Pas assez pour le sortir. Oh là là. Je crois qu'ils n'étaient pas fiers des perfs de manière générale du produit. Et puisqu'ils l'ont déjà mis à jour 6 mois après, c'est quand même extrêmement rare chez Apple. Monsieur X, en tout cas, une certitude concernant ce produit, c'est que c'est un produit ultra mobile. L'iPad d'ordinaire, il est plutôt sédentaire. À la maison, d'une pièce à l'autre, celui-ci, il est vraiment à emporter partout, Monsieur X. Ouais, il est sédentaire, l'iPad normal, parce que c'est un boulet, quoi. Il suffit d'en avoir un à la maison, ce qui est mon cas. Ouais. Et comme je dis souvent, il faut 3 mains pour s'en servir, parce qu'il est quand même grand et il est quand même lourd. Lourd. Et pour les enfants, moi j'ai jamais trouvé que c'était vraiment une solution concurrente des tablettes de jeu. Par exemple, quand mes filles jouent avec, elles le posent sur une table, mais ça remplace pas une console. Donc l'iPad aujourd'hui est centré autour d'usages bien connus comme la télé d'appoint, la radio d'appoint, mais il est assez statique, il bouge pas, et c'est pas qu'il bouge pas de dedans la maison à l'extérieur de la maison, il bouge même pas beaucoup forcément au sein de la maison. Là, l'iPad mini, il n'y a rien à dire, il suffit, comme tu disais, de le prendre une fois en main pour comprendre. C'est un produit qui va vivre en dehors du domicile, dans le sac à main des dames et dans nos poches de veston, et de ce point de vue-là, il a l'air, au moins en premier abord, sur ses dimensions physiques et sa prise en main, juste parfait, en bénéficiant de l'écosystème Apple. C'est ça évidemment son gros plus. Oui, et ça va faire la fortune des fabricants de housses, on peut y penser, parce que là il faut vraiment en prendre soin dessus ici, parce qu'il va se balader partout. On va commencer par Apple, oui. Olivier, puisque tu sais, le fameux smart cover de l'iPad est disponible pour l'iPad mini et il est en stock dans tous les bons Apple Store. Donc, ça D'accord, et d'ailleurs il a été un peu amélioré. Puisqu'il il protège mieux, il raye moins le dessous, là. Ça a été refait, cette partie-là. Oui, exact, une espèce de petite feutrine. Souci du détail. Donc ça protège l'écran. Parlons de l'écran. L'écran, c'est l'autre point sur lequel on surveillait Apple avec précision, avec attention. Allons-y pour les questions, Fanny. Alors on a Bépérin qui demande si l'iPad mini sans écran Retina display, est-ce que ça sentirait pas le pétard mouillé? On va répondre déjà à celle-là. Alors effectivement, alors qu'Apple nous a habitués depuis quelques mois à sortir des appareils uniquement Retina Display, donc avec une précision, une finesse de résolution beaucoup plus importante, là ça reste un écran comme le premier iPad et l'iPad 2. Est-ce que c'est une vraie déception, Alexandre, toi qui l'as pas mal manipulé? Est-ce que tu as vraiment senti une différence, toi qui joues depuis très longtemps maintenant avec l'iPad 3 et l'iPad 2? Alors, il y a une différence, c'est évident, quand tu viens d'un Retina, que tu es habitué au Retina, tu allumes l'iPad mini, tu vois le pixel parce que tu es habitué au Retina. Maintenant, si tu le compares effectivement à un iPad 2 ou un iPad 1, pour desquels il reprend la résolution, c'est-à-dire 1024 par 768, on arrive à une résolution, à une densité légèrement supérieure, qui fait que il est quand même meilleur en termes de qualité perçue, on va dire, de qualité visuelle. C'est pas excessivement dérangeant cette définition, parce que alors certes les Nexus par exemple font mieux. J'ai envie de dire que
pour les usages, c'est-à-dire de consommation de contenu, etc., c'est pas vraiment dérangeant. Là où ça va peut-être l'être, et on le verra dans l'évolution des applications, c'est sur les comment dire, les interfaces, parce que avec définition égale, les interfaces vont pas être forcément retravaillées, les textes vont être plus petits, peut-être plus difficiles à lire. On verra ce que ça donne, mais moi j'ai envie de dire en termes visuellement au quotidien, c'est pas vraiment un problème. Enfin, ça m'en pose pas plus que ça. C'est vraiment quand tu viens du Retina que tu sens la différence, et là où tu peux sentir une petite gêne, on va dire. Fanny, ton avis vite fait? À mon avis, moi, pour avoir eu la Nexus 7 justement sur le même format qui n'est pas Retina, moi, ça m'a jamais dérangé sur cette taille d'écran-là de ne pas avoir de Retina. Même pour les séries, tout ce qui est vidéo, etc., ça te permet de mettre des fichiers qui sont moins lourds. Tu n'es pas obligé de mettre du HD, et donc tu n'as pas de pixelisation. Donc tu peux en mettre plus dans ton iPad quand tu pars en vacances. Tu vois tous les défauts en Retina en clair, c'est ça? Voilà, exactement, ça pixelise énormément si tu mets pas des vidéos HD. Et moi, ça me gênait sur le iPad, sur le New iPad. Quand on a une tablette avec une faible capacité, ça peut jouer aussi. Rappelons que ça commence à 16 chez Apple. Voilà. Donc finalement, je trouve pas que ce soit gênant, peut-être sur les revues, parce que quand tu sur des applis comme Relay ou le kiosque et que tu télécharges des revues, en effet, tu es obligé de zoomer pour bien lire les petits pavés de texte. Mais c'est le seul moment où ça me dérange, honnêtement. Cédric, on parlait du Nexus 7 à l'instant. La résolution du Nexus 7, 7 pouces, 1280 par 800 pixels, 216 ppp, c'était contre 163 pour l'iPad mini. C'est beaucoup plus du côté de Google. Ton avis? C'était l'une des bonnes surprises du Nexus, c'était de dire dans une tablette à 200 €, on fait un truc où qualitativement il n'y a pas d'impasse. Mais pourtant, moi la résolution de l'iPad mini me gêne pas, parce qu'il faut bien faire des compromis sur la taille, et que pour l'instant je suis pas sûr que Apple sache faire un écran Retina qui soit de cette épaisseur sans en plus mettre en danger l'autonomie. Parce que pourquoi est-ce que l'iPad 3, enfin le New iPad et le New iPad sont plus gros et plus lourds? C'est parce qu'il y a une troisième cellule de batterie qui prend de la place et qui fait du poids. Là évidemment le compromis il se fait du côté de la portabilité, et honnêtement le fait que moi qui fais joujou aussi indifféremment avec un iPad Retina et un iPad 2, le fait évidemment que tu réduises la taille de l'écran fait que tu as un écran plus dense, et que voilà, c'est pas vraiment gênant, quoi. Alors évidemment ça n'a pas le piqué devant, mais ce que je demande à cette machine là, c'est d'être portable, que je puisse la mettre au fond de mon sac tous les jours sans me demander si je la prends ou si je la prends pas. Là-dessus c'est contrat rempli. Alors Monsieur X, on sait que Steve Jobs était plutôt sceptique quant au positionnement et je dirais à la pertinence de sortir un iPad plus petit. Il était très critique envers les écrans 16 neuvième, 7 pouces notamment, et là, comme par hasard, ce n'est pas un écran 7 neuvième, c'est un écran 4 tiers. Alors là, apparemment Apple a été obligé de faire des compromis. On voit que Fanny nous en parlait il y a un instant, il a fallu réduire les bords du cadre de l'écran sur les côtés pour pouvoir que le produit reste relativement compact. Le fait que ce ne soit pas un 16:9, c'est quelque chose qui t'a dérangé? On sait qu'en mobilité, on lit beaucoup de vidéos, et le 16 neuvième, c'est quelque chose d'important. Oui, mais enfin bon, tu lis la vidéo en 16 neuvième, il y a une bande noire en dessous, au-dessus. Moi, je trouve pas ça fondamental. Voilà. Après, l'écran 4 tiers, c'est ce qu'on appelle le format de base portrait ou cadre photo. Donc par contre, c'est mieux pour les photos que le 16 neuvième. Et puis je pense qu'il y a tout simplement en 7 pouces un peu plus de place pour les concepteurs d'applications pour s'exprimer. Donc moi, le format 4 tiers me semble le meilleur. Si ça avait été un format 16 neuvième... pertinent, pardon. Le format 16 neuvième, on leur a dit c'est uniquement pour regarder des films, et l'iPad mini, comme les autres tablettes de la même taille, ils font beaucoup plus que ça. Donc non, je pense que c'est le bon choix, pas de doute. Qu'est-ce que tu as pensé de l'argumentaire de Phil Schiller, parce que tu n'étais pas avec nous lors du direct qu'il a tenu lors de la keynote? Je vous rappelle que Phil Schiller a longuement insisté sur le fait qu'un 4 tiers 7 pouces c'est mieux qu'un 4 tiers 7 pouces 16 neuvième. En gros, il y avait les chiffres qui apparaissaient à l'écran de la keynote. Il annonçait qu'il y avait un espace de travail accru 35% plus grand par rapport à la concurrence, une Nexus 7, 49% plus grand si vous passiez si vous vouliez consulter un site web en mode portrait, et si vous consultiez un site web en mode portrait par rapport à un Nexus, vous aviez une image et une capacité de travail de visualisation de 67%, plus important dans mode paysage. Bref, ce serait pas un peu du bullshit marketing? Ma réponse est simple. Tu peux faire le test, sauf quand Phil Schiller est apparu des fois pour remplacer Steve. Mais en temps normal, dans un keynote, quand le produit Apple est bien fait, c'est-à-dire qu'il
s'exprime par lui-même, que les gens vont pouvoir le prendre en main directement sans aucun problème, on ne voit pas Phil Schiller, le patron du marketing produit. Quand le produit pourra avoir des petits défauts et des petites questions, à ce moment-là, ils envoient Phil Schiller donner des explications. Ouais, le 4 tiers, c'est mieux que le 16 9e. Ça me rappelle le temps du G4. Ouais, ou alors... C'était mieux que le Pentium, c'est ça? L'iPod Shuffle, il n'a pas d'écran, mais c'est vachement bien quand même. Et puis, quoi d'autre? Eh ben oui, l'iPad mini et l'iPod Touch, ils ont 20 € d'écart, mais ça, c'est normal. C'est parce qu'on l'a pensé comme ça. C'est de la justification qui est écrite a posteriori. Tu le prends comme tu veux, c'est de la com ou de la géographie, ça dépend de ton point de vue. Moi, je pense que c'est beaucoup de com. Oui, je pense que c'est beaucoup de com. Le choix aussi du 4 tiers, il n'est pas innocent, Alexandre. C'est pour assurer une compatibilité avec la large Logitech aujourd'hui de l'iPad. Bah oui, parce que si tu regardes tous les formats d'écran qu'il y a dans iOS, si tu en rajoutes un, ça devient un casse-tête insurmontable pour les développeurs. Et j'imagine aussi au niveau de la gestion des applications dans les serveurs d'Apple. Donc là, on prend tout ce qui fonctionne sur l'iPad 2, sur l'iPad 1, on le met dans l'iPad mini, il n'y a aucun problème, les applications existent. Native, voilà, sans on va développement. laisser peser, c'est bon. Ouais, et c'est un vrai gros avantage par rapport à Android quand même, que ça soit pour les développeurs et les utilisateurs. Donc ils conservent ça effectivement avec un iPad mini 4 tiers. Cédric, ton avis? Comment dire, Android depuis ses débuts était pensé. Fais ton Phil Schiller. Je vais faire mon Phil Schiller d'Android. Non, mais c'est pas ça. Je suis pas développeur, donc j'ai pas une vue à 360 sur ces choses-là. Les gens qui développent disent le kit de dev d'iOS est vachement bien fait, celui de Windows 8 est remarquablement bien fait, celui d'Android est moins bien. Mais Android depuis le début a été pensé pour pouvoir gérer tout seul des résolutions différentes. C'est-à-dire que tu as on va dire plusieurs résolutions maîtresses sur lesquelles tu peux calquer ton application et après ça s'adaptera tout seul. Mais non, moi je sais pas, le 4 tiers a des inconvénients et des avantages, voilà. C'est sympa d'avoir des pages web un peu plus hautes, et c'est vrai que là la résolution du Nexus 7 aide bien. En même temps, c'est vrai que c'est quand même plus sympa sur l'iPad de reprendre directement les apps telles qu'elles sont à l'échelle sur l'iPad 2, sur l'iPad 3, etc. Ça aurait été dommage d'attendre une mise à jour pour que je puisse jouer à Scrabble, quoi, voilà. Est-ce qu'on a Est-ce qu'on a répondu à la question, Fanny? Je sais plus. Oui, on a répondu à la question. Par contre, j'en avais une autre pour l'écran. Ouais, là pour l'écran, j'en avais une autre. C'est du coup, est-ce que Apple risque un jour de se tourner vers le 16 9e ou pas dans ses nouvelles gammes d'iPad? Comme c'est le cas aujourd'hui de l'iPhone 5. De l'iPhone et de l'iPad. Voilà. L'iPod, ouais, pour l'écran de 5 pouces. Comment dire? Ouais. Vous savez qu'il y a une nouvelle rubrique en fin d'émission, ça s'appelle les prévisions foireuses de Monsieur X. C'est pour tout à l'heure, ça. C'est prévu. Non, mais à ce moment-là, on va laisser Monsieur X se lancer d'abord. Allez, Monsieur X, allez, vas-y, balance. Comme ça, on pointer du doigt en faisant. Non, écoute, j'en sais. Là, du coup, fiche rien, donc je ferai pas une prévision. Mais non, moi, je pense pas. Voilà. Je pense que tout ça, ça va rester en 4 tiers et je vois pas pourquoi il y aura un format spécifique 16 neuvième. Je me demande même s'il existe une tablette au monde qui soit purement 16 neuvième. Tu vois, ceci veut peut-être dire cela. Mais je crois qu'il y a de produits. Il y en avait une, c'était la Joujou. Elle était 16 neuvième ou 16 dixième? Attendez, excusez pas loin. Excusez-moi, mais je vous présente la Nexus 10. De Google et Samsung, elle est 16 neuvième, 10 pouces, purement 16 9. Alors là, c'est clair. Je me confonds, Nexus. Comme tout, purement, c'est peut-être du 16 dixième, je ne sais pas, mais faudrait le calculer. Mais là, par contre, on est vraiment face à une tablette qui se tient à deux mains, voilà, et qui est plus fait pour être horizontale que verticale. Ce choix d'écran, en tout cas, et le choix peut-être d'aller vers le 16 neuvième pour Apple, c'était une manière peut-être d'agrandir l'écran de l'iPhone sans trop modifier le form factor du produit. Et surtout, on se posait la question pourquoi Apple ne suit pas la tendance de Samsung sur des écrans plus grands sur ses téléphones. C'est peut-être aussi dans la prévision de l'arrivée de cet iPad mini, préserver le marché et ne pas cannibaliser le marché de l'iPad, messieurs, dames. Vous ne pensez pas? Dites oui, faites-moi plaisir. Oui. Merci. Bon, alors, si ça ne vous inspire pas, on va parler de la puissance. Et là, c'est une vraie déception, Alexandre, si on peut parler de déception, puisque on s'attendait à avoir, je dirais, une des dernières générations de processeurs. On passe à quelques mois en arrière, puisque c'est le processeur de l'iPad 2 qui est embarqué.
Alors, c'est le processeur de l'iPad 2, mais je te rappelle que le processeur de l'iPad 2 est quasi identique à celui de l'iPad 3. Et donc, on a là trois produits qui ont des performances, on va dire. À part le GPU, à part la puissance graphique. Au dixième de pourcent près, à peu près identique quand tu fais les tests. Déception. Pas pour les jeux. Oui, pas non, pour les jeux, Alexandre. non, parce que si tu mets un processeur plus puissant dans cette taille-là, la batterie suit pas. Et on en parlait tout à l'heure, si c'est pour avoir une tablette et 5 heures d'autonomie, on serait tombé à bras raccourcis sur Apple et on aurait eu raison. Donc, l'iPad 3, moi, que j'utilise au quotidien, me paraît pas complètement anémique non plus. Donc retrouver cette puissance dans un iPad mini, c'est pas complètement une déception. Faut pas exagérer quand même. Ouais. Pourtant, Cédric, Google a fait le choix d'y aller franco de port avec sa puce Nvidia intégratoire. Là, c'est du quadricœur, hein. Ça y va, ça dépote. Ah oui, puis c'est même derrière le GPU GeForce à 12 cœurs. Enfin, non, c'est là aussi, ça fait partie des très bonnes surprises du Nexus 7. On s'attendait à une petite tablette pas chère, et on avait eu une petite tablette, mais qui dépotait très fort, sauf pour la première capacité de mémoire, parce que la version développeur à 8 Go, c'était un peu léger. C'était vraiment un truc juste pour tester. Mais aujourd'hui, vous l'avez en 16 et en 30. Aujourd'hui, vous avez une Nexus 7 32 Go pour $249, euros, pareil. Ouais. Voilà, donc... Les conversions ne sont pas les mêmes qu'Apple, hein, ce qui est assez agréable aussi. Mais voilà, il n'y avait pas de compromis sur la puissance. Moi, j'ai fait tourner des gros jeux dessus, à tel point qu'NVIDIA a conçu un petit App Store un peu perso, mais juste pour arriver à répertorier tous les jeux qui tirent parti de la puissance de ces puces. Et ça donne quand même des jeux qui dépotent, bon, qui n'ont pas encore une grande richesse narrative, ce que je reproche à tous les jeux sur toutes les tablettes, toutes plateformes confondues. On a une question, Cédric, par rapport... Fanny, si tu veux une question, je peux faire une question, moi. Par rapport à la puissance et les interrogations des internautes par rapport à l'arrivée de cette iPad bizarrement, mini. on n'a pas trop de questions. On n'a pas de questions sur la puissance. Les gens sont vraiment focalisés sur l'écran. C'est vraiment le truc qui dérange le plus. Moi, ce que je dirais par contre sur la puissance, je trouve que ce soit l'iPad 2, l'iPad 3, etc. Alors, j'utilise peut-être pas les applis qu'il faut ou les jeux qu'il faut, mais en tout cas, personnellement, ça me dérange pas. Il n'y a pas de ralentissement, j'ai rien qui plante, qui se bloque. Je sais pas vous, mais est-ce que ça sert d'avoir mieux? Ça se verrait sur des applications très gourmandes, mais moi qui ai fait de l'iMovie sur iPad 2, etc., je me souviens pas, tu vois, j'avais pas l'impression de s'offrir autre mesure. Ouais, ça pédalait pas, quoi, c'était parfois pas d'un autre côté, la caméra de l'iPad 2, c'était pas un faute de guerre non plus, hein, souviens-toi. Mais bon, n'allons pas trop vite. Monsieur X, quelque part, cette volonté comme ça d'afficher les forces, notamment du côté d'Android, avec beaucoup de puissance, est-ce que c'est vraiment un argument de vente aujourd'hui sur le marché des tablettes, quand on pense qu'on s'adresse à monsieur et beaucoup madame tout le monde, hein, pour ce type de produit, et qu'ils ne sont pas forcément, je dirais, sensibles à ce type d'argument? Monsieur X. Écoute, je pense que ça l'était, mais ça le vient de moins en moins. Je m'explique. Il y a jusqu'à pas très longtemps, Apple était majoritaire sur le marché des tablettes, voire omniprésent. Je crois qu'ils sont montés jusqu'à près de 80% de part de marché avec l'iPad. Donc quand tu essayais de rentrer, que tu t'appelais Samsung ou d'autres fabricants à base... Android, fallait te démarquer et avoir un message simple, hein, c'est tout le principe de la communication. Dire, vous avez une tablette qui a la même taille qu'Apple. Mais c'est plutôt un message geek. Non, c'est pas un message geek. Non, c'est pas un message geek. Aujourd'hui, la puissance, tout le monde comprend que ça permet de faire tourner des gros jeux et de voir de l'HD. C'est peut-être un peu plus masculin, mais même pas. Je pense qu'aujourd'hui, la puissance, c'est un argument qui peut toucher tout le monde, et puis il a cette qualité d'être simple et très différenciateur. Donc dire, c'est la même chose qu'Apple, avec la même qualité d'écran, mais beaucoup plus puissant et moins cher, et ben ça fait mouche. Et aujourd'hui, on voit, parce que c'est moins cher, plus puissant et qui a une offre qui est plus grande, et ben que Android est en train de faire sur les tablettes ce qu'ils ont fait sur les smartphones. Ils sont en train de rattraper Apple, et il y a fort à parier qu'assez rapidement Apple va perdre non pas son leadership, mais même la majorité de la part de marché des tablettes, hein. Donc c'est un argument qui paye. Voilà, donc on utilise des vieilles recettes. Et ma foi, il est légitime. Alexandre, tu n'as pas peur, toi qui as un historique du Mac, tu n'as pas peur qu'Apple ne s'enferme quelque part en voulant vouloir faire soi-même? On l'a vu avec iOS, et là avec les puces. C'est-à-dire, est-ce qu'Apple tout seul peut contrer l'ensemble de la planète high-tech alors que voilà, c'est quand même difficile. Et on risque pas de tomber dans les travers il y a quelques années avec le Mac?
Mais moi je pense, peut-être que je vais dire une bêtise, mais je pense qu'Apple s'en fout complètement de ça. Apple veut vendre des produits, faire sa marge, gagner de l'argent, et le reste, tant pis, c'est pas un problème. C'est un compromis qu'ils cherchent. Quand tu pars de 80% de part de marché au départ, c'est normal. Quand tu es le premier arrivé sur un marché, tu peux même avoir 100%. Qui dirait, qui aurait cru il y a 120 ans que Mercedes est resté à 100% de part de marché? Personne. Il a suffi que d'autres constructeurs sortent des voitures et la part de Mercedes a baissé. Elle est aujourd'hui de quelques pourcents. Rappelons que Mercedes est l'inventeur de l'automobile. Voilà. Est-ce que pour autant Mercedes pleure ses parts de marché d'il y a 120 ans? Je ne pense pas une seconde. Donc je ne crois pas, moi, qu'Apple ait quelque chose à attendre, à espérer de cette part de 80% qu'ils avaient au début. Jamais ils n'ont voulu conserver cette part-là. Enfin, en tout cas, c'est pas le but. Après, s'ils le gardent, tant mieux, mais je crois pas que ce soit le but au départ. Alors, rappelle-toi, quand l'iPhone est sorti, il visait 1% de part de marché. Donc voilà. Et tout le monde rigolait. Et tout le monde rigolait. Donc, non. Non, encore une fois, légende de fanboy, tout le monde ne rigole pas. Non. Si. Bah, j'ai fait une mission avec toi, souviens-toi, tout le monde rigolait. J'ai oublié, je vais ressortir les bandes. Ah mais ressort. Voilà. Alors la puce A5, donc c'est un point commun avec l'iPad mini, avec l'iPad 2, pardon. On avait peur qu'il hérite d'autres composants qui n'étaient pas forcément très bons sur l'iPad 2, notamment l'appareil photo ou la caméra. Alexandre, là c'est une vraie bonne surprise. Oui, bon alors pour tout te dire, j'ai pas vraiment eu le temps de jouer avec l'appareil photo encore, mais cela dit de ce que... On peut voir les specs en tout cas. Voilà, ce que je vois dans les specs. Oui, c'est une bonne surprise là-dessus, il n'y a pas eu... on n'est pas allé sur un truc au rabais, genre 1 ou 2 mégapixels comme on peut le voir ailleurs. Voilà, on est dans un produit qui est dans les standards du marché, c'est plutôt pas mal. On passe de 960 par 720 pixels, c'est-à-dire même pas 1 million de pixels, ou très peu loin pour l'iPad 2, à 5 millions de pixels sur l'iPad mini, c'est autant que l'iPhone 4S, à titre de comparaison, je crois, de mémoire. Donc l'iPod Touch. Donc l'iPod Touch. Ou qu'un iPad 3 ou 4, tout simplement. Côté caméra aussi, on passe d'un 720p à du Full HD. En clair, ça devient un vrai appareil photo à dégainer à tout bout de champ. On peut vraiment l'utiliser beaucoup plus facilement pour faire des prises de vue. Ouais, sauf que l'iPad 2 qui est quand même assez lourd, l'iPad 3, n'en parlons pas, Fanny. Ouais, non, mais justement, moi, je dirais que un iPad, c'est comme pour, encore une fois, avec les Japonais. Il y a que les Japonais qui vont prendre des photos avec. Moi, je me vois pas sortir la tablette pour faire des photos. Je t'avouerais que j'aurais préféré ne pas avoir l'appareil photo comme sur la Nexus et gagner peut-être en prix. Oui, rappelons que la Nexus, Cédric, n'a pas d'appareil photo. La Nexus n'a pas d'appareil photo, il y a une caméra frontale pour la visioconférence. Pour la visio, mais comme sur l'iPad. De fait, il n'y a pas d'appareil photo. Moi, je l'ai utilisé, l'appareil photo de l'iPad mini. C'est un usage, ouais. C'est pas mal. Ça dépanne, ça évite d'avoir à sortir le téléphone que tu as dans ta poche, vu que les applis sont les mêmes, et la qualité est tout à fait correcte. Il faudrait juste que les développeurs d'applications se mettent à faire des applis un peu comme Instagram, choses comme ça, pour l'iPad, puis en tire profit. Jusqu'à maintenant, c'était pas forcément indispensable. Il n'y a pas maintenant pour iPad. Il n'y a pas, exactement, on va se faire un plaisir. Alors, dernier point important concernant il y en a d'autres, mais un des points vitaux concernant une tablette, c'est son autonomie. Sur ce point, apparemment, Apple a fait le choix donc, de restreindre un peu la puissance, mais au niveau autonomie, ça se voit, notamment par rapport au Nexus 7. 10 heures annoncées par Apple, 2 heures de plus que le Nexus 7. Vous l'avez vérifié, mesdames, messieurs, vous qui avez un iPad mini, ça tient bien la charge? Ouais. Moi, je trouve qu'il tient excessivement bien la charge. On est aux alentours. Les 10 heures sont largement dépassées. Enfin, dans un usage, on va dire raisonnable, sans tirer sur le Wi-Fi toute la journée, etc. Les 10 heures sont largement dépassées. Je dirais aux alentours de 12. Il faudrait que je fasse un test de mesure vraiment complet que j'ai pas encore fait parce que j'ai pas encore écrit mon test. Mais voilà, je pense qu'on est entre 10 et 12 assez facilement. Ouais. Oui, Fanny, Cédric, votre avis? C'est pour l'instant sans souci, je suis pas arrivé au bout de la batterie, ça se recharge relativement rapidement. Enfin, il y a pas cette frustration moi que j'avais aussi avec l'iPad 3, le New iPad, qui est une charge qui ça prend un temps infini quoi. Il faut vraiment le mettre à charger le soir. Le gros défaut si t'as oublié de le charger pendant la nuit, t'es planté le lendemain, tu vas avoir un problème parce que en plus la batterie descend un petit peu rapidement malgré qu'elle soit volumineuse.
Là, ça se charge vite, ça se charge, j'ai envie de dire, aussi vite, voire plus qu'un iPad 2. Enfin, d'un coup, l'autonomie n'est pas un problème, la recharge non plus, parce que la recharge, c'est quand même la moitié de l'équation. Fanny, tu es d'accord avec ce qui est dit? Non, pareil. Pour l'instant, j'ai pas eu. Alors, je suis pas encore arrivée à 0 en fin de journée. J'ai pas eu cette mauvaise surprise. Et quand j'arrive à la maison, je le branche une demi-heure, 1 heure, et ça remet suffisamment de charge pour tenir quand je repars en promenade. Donc, pour l'instant, vraiment aucun souci sur l'autonomie et la charge. Petit aparté, Alexandre, concernant l'iPad 4, puisque tu l'as fait, ou même Fanny, ou Cédric, vous avez trouvé que justement il charge un peu plus vite grâce au Lightning, parce que c'est souvent un... Alors c'est pas grâce au Lightning, c'est grâce aux 2 watts supplémentaires qu'Apple a mis dans le chargeur. Hein. Ouais. Il faisait 10 watts avant, il en fait 12 aujourd'hui. Donc effectivement, tu gagnes en temps de charge, tu gagnes une bonne heure et demie sur la charge complète. C'est pas négligeable. Par contre, si tu le rebranches sur un port USB, ou voilà, tu auras exactement les mêmes difficultés que sur l'iPad 3. On a décidé de pas trop parler de l'iPad 4 ce soir pour pas faire trop de peine à monsieur, parce qu'il a acheté un iPad 3 il y a pas si longtemps. Oh là là, c'est moche. Mais tu veux que je parle de celui que tu as acheté pour ton père, Olivier? Voilà. Oui, enfin que Cédric a acheté pour mon père il y a quelques jours seulement, juste avant le lancement de l'iPad. Mais tu sais que je crois qu'ils changent tous ceux qui ont été achetés moins d'un mois avant. Non, on est juste hors limite. Oui, c'est moche. Je suis pas sûr qu'on l'ait acheté en France, Cédric, c'est ça? Moi, je peux dire exactement où on l'a acheté, et c'était à San Francisco, oui, bien sûr. Ouais. Alors, quels sont les manques concernant ce produit? On parlait évidemment de la puissance de la puce A5, Apple aurait pu éventuellement faire mieux. Quels sont ce qui vous a le plus manqué quand vous avez découvert ce produit au fur et à mesure de ses usages quotidiens? Allez, on va commencer par Fanny. Eh bien, écoute, moi, j'ai pas de manque pour l'instant. Il remplit le boulot de ce que j'attendais d'une mini-tablette, comme la Nexus 7, quoi. C'est un bon produit. Pour l'instant, j'ai rien à en redire. J'attends un petit peu des sorties de nouvelles applis, mais moi, je suis contente de l'iPad mini, vraiment. Alexandre. Alors, on en parlait tout à l'heure. Oui, parce qu'on prépare. Hein. Voilà. J'étais assez d'accord avec ton avis. Ce qui pourrait manquer dans l'iPad que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire la version Wi-Fi only, qui n'a pas la 3G, c'est une puce GPS. Ce serait bien pratique de pouvoir utiliser une application GPS sur un iPad mini qui a un format qui est parfait pour se promener et même pour mettre en voiture. On peut imaginer des supports de voiture pour cette machine. C'est génial avec l'écran. Et ça aurait vraiment un format très très sympa. Donc voilà, une petite puce GPS dans la version Wi-Fi. Après, ce sera pas un défaut pour la version 3G, mais elle sera beaucoup plus chère. Ouais. Je sais pourquoi ça m'a pas manqué la puce GPS, parce que j'ai pu allumer plan depuis que j'ai plus Maps. Oui, c'est clair. Cédric, le GPS c'est intégré nativement dans la Nexus 7, y compris la version Wi-Fi, donc c'est un peu incompréhensible. C'est un composant qui coûte pratiquement plus rien intégré aujourd'hui. Non, c'est juste un truc qu'Apple fait systématiquement sans vraiment qu'on ait d'explication absolue là-dessus. Ils estiment que si c'est un appareil fait pour la mobilité, alors il lui faut du GPS, mais alors c'est une version 3G. Donc chez Apple, oui, mais ça c'était valable pour l'iPad grand format. Sûr, non, pour l'iPad, je n'excuse pas, l'ultramobile, il est mobile cet iPad. Bien sûr, mais on peut conseiller plutôt l'achat de la version Wi-Fi et de partager sa connexion de l'iPhone. Dans l'optique d'Apple, le GPS va avec la 3G. C'est vrai que c'est une source de frustration chez certains acheteurs qui pensent que le GPS maintenant c'est un truc qui est même pas discutable, quoi. On se demande si on l'a dans l'iPod, mais guère plus. Donc c'est un peu dommage. En même temps, comme dit Fanny, pour l'instant, si c'est pour utiliser plan, plus j'utilise plan et plus je me dis comment ont-ils pu sortir un truc. Attends, j'explique parce que je cherche. J'ai un ami qui est à Sydney en ce moment et j'essaie de lui trouver des recommandations. C'est provocation, Cédric. J'essaie de lui trouver des recommandations de restaurants, de choses comme ça, et il dit je suis au Four Seasons à Sydney. Tu vois, Four Seasons, chaîne mondiale d'hôtels. Je tape Four Seasons, Sydney, Australie. Réponse Rien, pas de réponse. On ne sait pas de quoi vous parlez. Alors, il n'y a pas des prix pour aller à Sydney, Cédric? Alors, on en discutera après. Alors, je cherche Sydney, ça me sort instantanément la carte de Sydney. Pour la petite histoire, au milieu de la carte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'Apple Store de Sydney. Donc, il y a des endroits qu'il reconnaît très bien. Là, je retape Four Seasons. Rien. Évidemment, je prends la Nexus de l'autre côté, je tape Four Seasons, Sydney dans Google Maps, etc. Et là, il me sort la totale, la localisation, le Street View, les critiques de l'hôtel, de tous ces restaurants, etc. Et là, on se dit, mais c'est pas du boulot, quoi. C'est juste pas du boulot.
Donc, oui, on a une illustration du départ un peu forcé de Scott Forstall, pas seulement. Donc voilà, il y a un truc dont on n'a pas parlé et je voulais quand même qu'on le mentionne, c'est que on a dit les bords, le bezel comme on dit en anglais, on l'avait dit tout à l'heure. Et plus fin, ça on l'a dit. Mais ça pose un problème, c'est que pour le tenir, soit il faut avoir des grandes mains. Et moi, j'ai pas des très grandes mains, mais disons que ça le fait, mais c'est vrai que c'est un peu... Je te parle d'un proverbe corse, Cédric. Soit et je vais essayer de vous le faire en live, soit tu le tiens en mettant un pouce sur l'écran. Le problème, c'est que si tu mets un pouce sur l'écran, le tactile va réagir. Or, non, ils ont mis à jour le système pour pouvoir ignorer le pouce qui est là sur l'écran pour tenir la tablette. C'est-à-dire que là, mon pouce est sur l'écran, et pourtant, si je scrolle, ça scrolle absolument normalement. C'est que... non Game Center, quelle horreur. Pardon, excusez-moi, plus jamais ça. Et alors, ça marche dans l'interface, ça marche dans pas mal d'applications, ça marche moins bien dans le navigateur. Dans Safari. Dans Safari. Mais voilà, ça c'est une vraie belle idée, parce que par exemple, sur la Nexus, la solution qu'ils avaient trouvée, c'était de faire un bezel, un bord plus épais, pour que justement tu aies la place de mettre le doigt. C'est vrai que la solution logicielle ici est un peu plus élégante. Je crois que Monsieur X voulait intervenir. Oui, moi je suis pas content parce qu'Alexandre il m'a pris ma remarque à propos du GPS qu'a développé Cédric. Moi, vraiment là je comprends pas. Ils se font des nœuds au cerveau chez Apple et ils ont peut-être économisé $10 ou $20. Et il n'y a pas que cette histoire de... Ouais, et encore. Il n'y a pas que cette histoire de plan. Hein. Moi le GPS, je m'en sers... pas trop en mode piéton, où je m'imagine même pas utiliser l'iPad mini en voiture. Par contre, j'utilise la géolocalisation pour plein d'autres trucs. Foursquare, par exemple, qu'on peut imaginer utiliser sur l'iPad mini. Là, sans le GPS, si on est obligé de passer par une triangularisation Wi-Fi avec des hotspots, ça va être chiant. Non, c'est merdique, on est d'accord. Deuxième exemple, moi, une appli que j'utilise beaucoup, c'est l'application des restaurants Michelin. Voilà, je trouve ça rien de plus sympa que d'être à Paris, dire tiens, on sait pas où aller manger, et hop, on tape, donne-moi les bons restos autour de moi. Et ça, on pourra pas le faire simplement avec l'iPad mini, et je trouve ça débile, quoi. Il faudrait utiliser son téléphone. Voilà, moi c'est le seul défaut que je lui trouve à l'iPad mini. Le prix un petit peu, mais on est chez Apple, faut pas quand même rêver. Hormis ça, en sortant de Parly 2, je me suis noué les mains derrière le dos pour pas repartir avec un noir plus un blanc. Non, la tentation c'est ton épouse très, très qui t'a forte. noué les mains derrière le dos, si je peux me permettre. Non, je suis un homme libre. On en reparlera après l'émission. Personne ne me parle du NFC. Alors on m'a bassiné sur l'absence du NFC dans l'iPhone 5. Là, il n'y en a pas dans l'iPad mini. Rodrigo n'est pas là. C'est moins grave. Non, puis c'est pas ça, c'est que de toute façon, on l'attendait plus. Donc, oui, c'est ça. Pour l'iPhone 5, on pas une surprise. l'avoir dans l'iPad mini, donc on s'est même pas posé la question. Alors, le meilleur pour la fin, c'est bien naturellement le prix. Le prix a bien sûr beaucoup fait gosser sur Internet. Un prix bien supérieur à la concurrence. Petite histoire, petit résumé, le Nexus 7, on l'a dit tout à l'heure avec Cédric, qui commence à 199 € en 16 Go contre la PMI 339 €, ce qui fait 140 € de différence. Voilà, alors est-ce que vous trouvez que cet écart est justifié en vue de la qualité du produit ? Disons que je comprends qu'on doive payer un petit peu plus cher pour l'iPad mini. Et puis parce que de toute façon, c'est l'ADN de la marque de gérer ses prix comme ça. Donc on s'attendait pas à ce que ça sorte à 149 €. Tu vois ce que je veux dire ? Soyons clairs tout de suite. C'était quand même pas le but. Ou alors il aurait fallu qu'ils fassent des sacrifices invivables pour Apple. Là, ils n'ont pas fait de sacrifice. Le design est chouette. Donc puis il y aurait eu un super problème avec l'iPod Touch en plus, ça aurait été difficile. Exactement. On va y venir, monsieur X. Ils ont trouvé la solution au problème de gamme qu'ils avaient avec l'iPod Touch. Là, tout à coup, les prix restent cohérents, même si quand tu es aux alentours de 450-500 €, tout à coup, tu peux acheter 3 iPads différents pour le prix. Donc ça simplifie pas la vie. Moi, j'ai posé la question, j'ai dit au garçon d'Apple américain qui m'a fait la démo. Non, mais je lui ai dit, c'est drôle parce que tant du côté des iPads, si t'as 500 € à dépenser, 550 €, que du côté des MacBooks par exemple, où tu imagines, tu dis bon, pour moi le bon format c'est 13 pouces, j'ai 1500 € ou 1600 € à dépenser, qu'est-ce que j'achète ? Et là tout à coup il y a 3 machines possibles, un MacBook Air, un MacBook Pro 13 et un MacBook Pro 13 Retina. Je leur dis normalement, avant la vie était simple chez Apple, quoi. C'était on disait vous avez combien sur vous ? On va vous les prendre, vous inquiétez
pas, on a une chose pour vous et on n'en a qu'une. Et alors sa réponse était rigolote, il me dit mais oui non mais attendez, nous notre politique c'est de donner plus de choix aux consommateurs, etc. Et là j'ai pas pu réprimer, si tu veux, un petit rire en disant mais c'est pas ça votre ADN quoi. Je lui ai pas dit mais tu vois bah oui. Ouh là là. Mais non mais c'est vrai. Il a senti l'ADN un vent glacé qui passait sur sa nuque quand tu as dit ça. Mais non mais je lui dis votre ADN c'est plutôt de me dire ce qui est bon pour moi. De me dire non la machine qu'il vous faut c'est ça. Ne vous prenez et là, pas il t'a dit je ne suis pas habilité à parler des futurs produits d'Apple. Non là on a changé de sujet de conversation parce que mon but n'était pas de le mettre dans les embêtements mais voilà là c'est vrai que ça brouille un peu les pistes pour le consommateur. Je crois qu'on a une question. Fanny, par rapport au prix de l'iPad. Alors déjà, la question par rapport au prix, c'est finalement, iPad mini ou Nexus 7 pour le moment, voire Kindle Fire HD. Kindle Fire HD, parce que c'est combien, 159 Kindle Fire HD. Et vous vous rendez compte que pour le prix d'un iPad mini, tu as 2 Kindle Fire HD. Ah, oui, petite précision, il faut que tu acceptes la lecture des publicités. Whatever. De 20 ou 30 euros. Whatever, c'est donné. Les publicités, moi je les ai dans les applis sur l'iPad. C'est vrai, surtout si elles sont gratuites. Voilà. Mais peut-être pour répondre à cette question, il faut se demander qui vend aujourd'hui ces tablettes à bas coût. Et il est force de constater qu'il n'y a pas deux fabricants d'électronique aujourd'hui qui vendent ces produits sous leur propre marque. Est-ce que ce ne serait pas par hasard justement? C'est pas un hasard que ce soit comme ça, que ce soit plutôt d'autres marques qui soient plutôt issues, pas du tout du monde de la construction de produits high-tech, mais des sociétés de services qui se destinent à ce marché-là, parce qu'eux n'ont pas besoin de gagner de l'argent sur les produits, mais sur les services associés. Bah oui, et puis dans le cas de Google, c'est pour faire un effet tête de gondole sur les machines Android, c'est-à-dire envoyer un signal au constructeur en disant c'est pas la peine de faire moins bien pour plus cher parce que voilà, cette place-là est prise. Donc rationalisez vos trucs, sortez-vous un peu les doigts et puis faites des belles machines. Le but pour Google, c'est pas de gagner de l'argent sur la vente de ces tablettes. Mais ils n'en gagnent pas. Non, ils en gagnent pas, d'autant qu'ils en vendent pas énormément parce que les canaux de distribution sont pas infinis et parce qu'ils veulent laisser la place au Samsung, au HTC, au Acer, au Asus, à tous les autres qui eux vont faire des tablettes et les mettre à la Fnac chez Darty. Donc oui, et puis la logique, ce vers quoi on va tendre, il y a un jour où Amazon va te dire clique ici, reçois une tablette. Mais clique ici sans carte de crédit. Mais bien sûr, parce que voilà, si leur coût tombe, je sais pas, ou clique ici, prends un abonnement à Amazon Prime pour avoir la livraison gratuite de tes trucs, et puis je te donne la tablette sur laquelle tu auras plein de contenu en SVOD ou par abonnement, etc. Donc c'est ce vers quoi on tend. Monsieur X en clair, Apple, son boulot, son métier, son fonds de commerce, c'est de vendre du matériel. Google, c'est pas le cas. Il se rémunère sur la publicité. Il se rémunère Amazon sur la vente de la musique, des livres, sur son store. Il y a une vraie volonté aujourd'hui de casser le business d'Apple aujourd'hui, de l'asphyxier sur le tarif. Et on sait que sur ce point-là, Apple ne peut pas répondre. Alors d'abord, réponse à ta question, le business model d'Apple, c'est vendre du matériel avec des grosses marges. Oui, on le dit toutes les semaines. Est-ce qu'ils vont casser les pattes arrière d'Apple avec leur stratégie de prix ? Bah moi je crois pas. Enfin, Apple est super habitué à ça. Je te rappelle que une fois de plus, leur obsession c'est pas la part de marché en quantité, c'est la part de marché en valeur et avoir un positionnement haut de gamme où ils puissent être les premiers et où les autres ne peuvent pas suivre parce qu'ils ont une qualité de produit d'avance, où ils ont un écosystème applicatif d'avance et ils ont une attractivité de leur marque qui est inatteignable. Alors ça les embête peut-être Apple pour la première fois parce qu'ils ont commencé dans ce marché avec 80% de part de marché et ils vont finir sur les tablettes avec peut-être 25 ou 20 comme sur l'iPhone. Mais je crois que dans leur tête, leur stratégie, elle est autour de ça, en espérant quand même peut-être avec cet iPad mini ne pas finir à 20 ou 25, mais finir peut-être à 30 ou 35. Maintenant, la croissance du marché des tablettes étant tellement énorme en quantité au niveau mondial, que si Apple, in fine, se récupère 35% de part de marché en ayant sorti cet iPad mini, ça suffira à leur bonheur et à faire montrer le cours de l'action. Donc oui, ils veulent embêter Apple, mais quelque part, Apple ne cherche pas à leur répondre. Cédric a tout à fait raison. Hein. À un moment, Amazon va donner ses tablettes gratuitement. Ça, c'est clair. Et Google pourrait le faire aussi, et ça n'embête pas
tant Apple que les fabricants de tablettes, on va dire d'entrée de gamme. Si on prend le cas d'Arcos, qui est ce fabricant français qu'on connaît bien, il y a eu une très mauvaise nouvelle cette semaine. Arcos va licencier, je crois, la moitié de ses employés parce qu'ils étaient en premier. 25%, ils étaient en premier sur le marché d'entrée de gamme des tablettes Android. Du low cost. Et low cost, ils ne peuvent pas vivre parce qu'en face, Amazon et Google font les mêmes prix, mais qu'en plus, tu as le service gratuit. Voilà, donc ça les embête eux plus Arcos que Apple. On a le prix supposé de l'iPad, du coût de fabrication de l'iPad, c'est le cabinet iSupply qui l'a sorti, $188. C'est 10 € de moins que l'iPad, que la Kindle ou que la Nexus. Donc on voit qu'Apple aurait du mal à la vendre à $199 sans perte. Vous n'avez pas répondu à ma question, n'empêche, du coup. Nexus ou iPad mini? C'est difficile à dire. Non, c'est plus, oui, voilà, c'est la question des gens qui nous suivent, c'est plus, est-ce qu'on prend un iPad mini ou est-ce qu'on prend la Nexus 7 ou un Kindle Fire? Et moi j'ai ma réponse là-dessus. Allez, vas-y, mouille-toi. C'est déjà les usages, parce que la Kindle Fire HD fait pas la même chose non plus qu'un iPad mini ou qu'une Nexus. Et deuxièmement, après, ça va être en effet une question de prix et d'habitude. Moi, je dirais que si vous êtes un Apple fan, que vous avez les sous, foncez sur l'iPad mini, il est très bien. Il fait le boulot. Et si vous avez un peu moins, mais que vous cherchez de toute façon quelque chose qui fait tout bien, la Nexus 7, elle fait super bien le boulot aussi, avec un écran tout à fait correct aussi. Donc on est face à des produits maintenant qui sont tous très bien, et il va falloir faire un choix, soit de porte-monnaie, soit de fan, en effet. Mais la question, Fanny, est celle-ci: si tu veux briller sous le sapin à Noël, qu'est-ce que tu offres pour faire briller les yeux de ton conjoint ou de ton frère ou de ta sœur ou de tes parents? Tu leur mets un iPad mini ou un Google Nexus sous le sapin? Parce que la question, tu veux que je te dise ça? Non, la question, elle est déjà quel âge? En effet, si c'était chez tes conjoints, etc., ou les parents, vaut mieux taper dans l'iPad mini parce qu'ils sauront l'utiliser, ce ne sera pas trop difficile. Mais par contre, tu prends un gamin de 10 à 15 ans, tu lui colles une Google Nexus, il sourira autant et il sera ravi autant. C'est pas ce que je te dis. Oublie les parents et les enfants. Oublie les parents. Si tu veux séduire en offrant qu'est-ce que tu prends? Non, c'est une tablette. Moi, je suis désolée. Là, j'en suis plus. Là, je constate que les gens, ils veulent une tablette et si elle fait le boulot, elles sont toutes bien. Alors, on parlait justement de l'absence de grands constructeurs hormis Apple. Les autres sont des fournisseurs de services, des sites internet ou des moteurs de recherche. Le grand absent, le grand rival d'Apple, ça reste quand même Samsung, qui a été le premier à sortir une tablette 7 pouces, pas forcément à un prix low cost d'ailleurs. Et on s'aperçoit que pour l'instant, il ne répond pas aux offres de Google Nexus notamment. Rappelons que c'est Asus qui fabrique la tablette de Google. Tu penses qu'ils vont y aller, Cédric? Parce que là, à ce niveau de prix-là, ils ne vont pas gagner beaucoup de pépettes. Il faut rappeler que le Nexus 7, je regardais avant de commencer, le Nexus, la Galaxy Tab 2, 7 pouces, alors elle est compliquée la gamme de Samsung, un petit peu. Parce qu'il y a 50 modèles. Donc en 8 Go, il faut compter 250 € pour un modèle 8 Go, et si vous voulez un modèle 16 Go, il faut compter 359 €, plus cher que l'iPad mini, pas si cher que ça l'iPad mini finalement. C'est la gamme de l'année dernière, ça. Je sais pas de quand elle date, la nouvelle Galaxy Tab. La Galaxy Tab 2, je sais plus. Écoute, moi il y a tellement de sorties chez Samsung, voilà. Mais en tout cas, ils sont bien discrets sur ce créneau-là, ils sont bien embêtés à mon avis, parce qu'ils peuvent pas vraiment marger, quoi. Et c'est leur boulot, c'est de marger quand même. Ah oui, je m'aperçois que j'ai pas eu en main la Galaxy Tab 2 7 pouces. Tiens. Bon, allez, passez-moi Samsung. Alors, allez, comment ça se fait-il? 01 46 22, pardon. Alors, concrètement, ils sont quand même très discrets, alors que d'habitude ils sont très offensifs. Là, on les voit pas. C'est pas un hasard non plus. Je sais pas, peut-être qu'ils ont décidé à leur tour de concentrer leurs forces sur certains produits, comme la téléphonie par exemple, parce que là par contre ils cartonnent comme 30 millions de Galaxy S3, tu veux, voilà. Je sais pas, je ne suis pas porte-parole de Samsung. Ils avaient quand même fini par dire que leur petite tablette était une erreur quand ils se sont plantés en étant les premiers à la sortir. La toute première. La Galaxy Tab numéro 1. Du coup, on s'est planté. Oui, parce qu'elle n'était pas optimisée. À leur décharge, ils sont partis avec un système qui n'était absolument pas un OS optimisé, c'est un OS de téléphone. Donc l'interface, c'était interface. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est différent. L'interface, Gingerbread, Android 2.3, qui était vraiment c'était une interface de téléphone zoomée, quoi. Alexandre, peut-être un petit mot là-dessus. C'est quand même troublant que Samsung n'y aille pas. C'est parce que peut-être ils se disent que le jeu n'en vaut pas la chandelle, pour conclure là-dessus. Très honnêtement, j'ai pas un avis très 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 autorisé là-dessus. Je sais pas quoi te répondre à cette question. Sincèrement,
Ils iront, probablement, si juste que c'est intéressant pour eux. Je vois pas pourquoi ils n'iraient pas. C'est vrai que la question pourrait se poser comme ça, mais voilà, honnêtement, je sais pas quoi te répondre à ça. Hein, Non, mais je pense que c'est un truc passager. Il faut attendre, je sais pas, le CES de Las Vegas en janvier. Mois de janvier. Je pense qu'il va se passer des choses parce que regarde ce qu'ils font aujourd'hui, quoi. Tu vois, ils font 10 pouces dans un format 16:9 avec un écran qui dépasse la résolution du Retina, 32 Go, 399 €. Donc la gamme, elle est en train de se redessiner par le haut chez eux. Je pense qu'il faut attendre la suite et voir ce que ça va donner en 7 pouces. Alors, il y avait une question, je crois, Fanny, par rapport à l'iPad 2. Faut mieux, je crois. Oui, alors c'est Popbox qui demande ça. Il dit pourquoi acheter un iPad mini alors que la différence de prix avec un iPad 2 n'est que de 70 €. Comment te dire ? Parce que c'est plus petit, jeune homme. Jeune homme, avant, dans la technologie, quand c'était plus petit dans la technologie, c'était plus cher. On achetait des laptops... Il est en mode junior déjà, Cédric. Voilà. Mais bon, passons. On achetait des laptops Sony minimalistes et très fins qu'on payait une fortune. C'était plus cher d'acheter une petite machine qu'une grosse. Donc maintenant, c'est moins cher, donc tu vas arrêter de te plaindre, ouais. Voilà. C'est ma réponse. J'ai perdu mon fil du coup avec vos bêtises. Ouh là là, il y a tellement de choses dans tous les moi sens. j'ai une dernière question du même jeune homme. Il dit finalement, à quoi sert l'iPad mini ? À tenir dans le sac à main de Fanny. Question suivante. Voilà. Non, moi j'ai une vraie question. Monsieur X, est-ce que tu trouves, tu en as abordé brièvement, mais on essaie de l'aborder et d'y répondre brièvement d'ailleurs. Est-ce que tu trouves que la grille tarifaire d'Apple est cohérente aujourd'hui avec justement un iPod Touch à 10 € de moins, en France du moins, que l'iPad mini, un iPad 2 à 70 € de plus que l'iPad mini et un iPad 4 qui coûte 170 € de plus que l'iPad mini? Donc la réponse est non. J'ai pas trop de problème avec les différences de prix et le recouvrement de prix entre l'iPad mini et l'iPad parce qu'on l'a dit, c'est pas tout à fait les mêmes usages. Il y en a un, on va l'utiliser l'iPad mini en dehors de la maison et l'autre, on va l'utiliser à l'intérieur de la maison, c'est l'iPad. Après, le recouvrement de prix, il se fait parce qu'il y a différents points de capacité et tu as envie de stocker plus ou moins de choses. Donc ça, je suis relativement à l'aise. La chaussure qui me fait mal, c'est celle qui a dedans le caillou iPod Touch. Et là, c'est pas qu'il y a un problème de recouvrement avec le prix de l'iPad mini, c'est que l'iPod Touch est un enfant mal né. C'est un peu le Quasimodo de la famille. En fait, ils n'ont pas réussi à le tuer, ce produit. Pas qu'il fallait tuer Quasimodo, hein. Mais baisser son prix, monsieur, c'est pas compliqué. Ce produit, l'iPod Touch Retina, il ne sert à rien. Donc, c'est pas un problème de recouvrement. Non, à ce prix-là, il sert à rien. À ce prix-là. Mais ça, c'est impossible, Olivier. Donc, c'est pas le prix qui est le problème, c'est que le produit, déjà en tant que tel, il ne sert à rien. Quand il y a un coût de fabrication de l'iPad mini à 189 $ d'après iSupply, on peut penser que l'iPod Touch coûte beaucoup moins cher à fabriquer. Quand tu le vends 329 €, monsieur X. Ce n'est pas ça le problème, c'est pour à qui est destiné. Voilà, il n'y a plus de clients pour l'iPod Touch. Si, il y aurait Anne Fan du Journal du Geek qui serait là, il te dirait j'ai trouvé un super usage à ça, c'est que quand mon iPhone 5, je bouffe la batterie trop vite, et ben en fait pour tout ce qui est appli, etc., finalement je le fais sur l'iPod Touch qui tient dans mon autre poche. Attends, arrête, ça ne correspond pas. On n'est pas du tout en train de s'éloigner du monde réel des gens normaux. Là. Voilà. Anne, il a plein de produits dans ses poches et c'est tant mieux pour lui, mais ça ne correspond pas. Donc la conclusion, c'est qu'il y a un enfant de trop dans la famille, c'est l'iPod Touch, il faut le perdre en forêt et il faut le perdre rapidement. Voilà. Et l'iPad 2, il sert à quoi ? Bon, et l'iPad 2, c'est pour une question d'appel de prix. Bon, est-ce qu'il va durer, est-ce qu'il ne va pas durer ? À mon avis, ils en ont encore en stock, tout bêtement, Olivier. C'est peut-être ça la raison. Alors, il y a une chose qui m'a plus choqué, pas tellement le prix intrinsèque de l'iPad mini, mais c'est son prix. En France, je me suis amusé à regarder le prix aux États-Unis. 339 € en France, 329 $ aux États-Unis. Donc, si vous convertissez ces 329 $, vous arrivez à une somme de 257 € en France. Bonjour, la conversion chez Apple. Alors, d'accord, aux États-Unis, quand on affiche à prix, il n'y a pas la TVA. Bon, rajoutons la TVA. Donc, 257 € hors taxe, ça fait 307 €. Apple se mange 32 € sur le dos des consommateurs européens et français. C'est quand même chaud bouillant, monsieur X. Je trouve ça un peu dur à avaler.
Alors moi qui suis ça de très près, parce que je le faisais quand j'étais chez Apple pour crier au loup, et en disant à Cupertino, ouais, vous nous faites vendre les produits trop chers, j'ai continué ma petite marotte et je le suis. En moyenne, aujourd'hui, je dis bien en moyenne, la différence de prix TTC entre un consommateur qui vit en France et un consommateur qui vivrait en Californie, parce que la TVA est spécifique dans chaque État aux États-Unis, est de 17% sur le matériel. 17%. Dans ces 17%, tu peux en justifier 5% pour les coûts de localisation dans ta langue, le français, et c'est de moins en moins vrai. Bullshit, monsieur X, tout est fait à Cupertino aujourd'hui. C'est plus Apple oui, France mais qui si tu veux il faut quand même le faire, c'est ça que veut dire. Le coût de la localisation, il dépend en fait du nombre de produits que tu vends. Vu qu'ils en vendent des brouettes, c'est fait par des Canadiens et par des Québécois aujourd'hui, voilà. Je crois. Mais l'explication est celle-là. 5% pour la localisation, 5% pour les frais financiers, c'est-à-dire pour se couvrir du taux de change euro-dollar. Malgré tout, même si on acceptait ça, ça ferait 10%. L'écart en moyenne est 17%. Donc Apple, sur le dos des consommateurs européens, en nous prenant pour des niais, ne croyant pas qu'on sait accéder à l'Internet et voir les prix US, nous mettent 7% de plus au passage à minima. Il faut que ça cesse. Voilà. Et surtout que Cédric ou Alexandre, on a assisté à une augmentation un peu partout, dans tous les domaines d'Apple en cette rentrée. Et la dernière qui est passée un peu en catimini, mais qui est quelques jours seulement après la keynote de l'iPad mini, c'est l'augmentation des prix de la vente des applications sur la iTunes Store, qui est passée de 79 centimes à 89 centimes. Allez, boum, 10 centimes dans la poche. Alors, ils justifient l'augmentation par le fait que l'imposition serait plus importante dans certains pays. Surtout quand on apprend via BFM Business qu'Apple a payé 7 millions d'impôts en France cette année pour un chiffre d'affaires estimé à 3 milliards d'euros grâce à un système d'optimisation fiscale. Alors ça, c'est une constante dans la high-tech en général. C'est valable pour Google, c'était d'actualité parce que le président de Google a été reçu par notre président François Hollande, mais c'est aussi d'actualité pour Amazon, c'est aussi d'actualité pour Microsoft. Voilà, alors on a l'impression qu'on est des bonnes vaches à lait quand même, monsieur X, dans tout ça. Oui, mais enfin, Apple n'est pas pire qu'un autre. La seule différence aujourd'hui chez Apple, c'est que le fisc est allé embêter Microsoft, si ma mémoire est bonne, qu'il embête en ce moment Google. Peut-être que ça sera le tour d'Apple à un moment ou à un autre. Enfin, en tous les cas, ça paraît très logique. Apple n'a déclaré en France qu'un chiffre d'affaires de 257 millions d'euros, et BFM Business l'estime à 3 milliards, et tout ça est rendu possible par différentes implantations en Europe, notamment en Irlande et au Luxembourg, et par l'imposition, où l'imposition est moindre, et ils font transiter les fonds, comme font tous les grands géants de la high-tech aujourd'hui, via des paradis fiscaux. Voilà. Oui, mais Olivier, il faut appeler un chat un chat. Apple ne fait pas pire que les autres, et Apple, de ce point de vue-là, respecte la loi, en tous les cas, les possibilités que les lois fiscales ou les différences de lois fiscales donnent en Europe. Donc Apple n'est pas plus, entre guillemets, à mettre au pilori que les autres. Moi, je suis d'accord. Augmenter les prix au moment où on se sucre autant en matière de réduction d'impôts, je trouve ça choquant, véritablement. Oui, moi, ça me rend... oui, mais la vraie bataille, je pense pas qu'elle est là. On a déjà eu un peu cette discussion. Ça serait plutôt, si tu veux, d'avoir des discussions avec des entreprises comme Apple en disant, vous vendez pour plus de 3 milliards de produits en France, et combien il y a d'employés Apple en France ? 500 avec les Apple Store ? Non, il faut un ratio entre chiffre d'affaires et nombre d'employés, d'accord, qui soit minimum pour que cette richesse que vous obtenez en vendant des produits en France, elle retourne un petit peu en termes d'emploi et de développement économique. Et c'est ce débat-là qui n'a pas lieu, et moi qui me tient plus à cœur que l'optimisation fiscale. Là, Apple joue avec les règles qui existent, c'est tout. Allez, une dernière peut-être réaction de Cédric pour conclure pour ce débat ce soir. Moi, je suis un peu surpris parce que obtenir un ratio entre les ventes d'une entreprise et le nombre d'employés qu'elle a dans un pays, oui mais non. Enfin, je veux dire, si demain, je sais pas, les voitures Renault se vendent exceptionnellement bien, je dis une bêtise, au Brésil, mais au Brésil ils ont des usines, pourquoi on va pas délocaliser des usines pourtant? Enfin, c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, Apple pourrait peut-être nous objecter que le nombre d'employés qu'ils ont en France est à l'échelle du pourcentage de chiffre d'affaires que la France représente pour eux. Google a beaucoup moins. En dehors de son siège, parce que c'est quand même le siège. Google a beaucoup moins. 500 personnes.
Ouais, je crois qu'ils ont grossi il n'y a pas très longtemps. Ensuite, justement, tu as raison. Voilà. Non, mais c'est une vision utopique. Hein. C'est une vision à l'arrivée utopique. Du centre de recherche de Google à Paris, tu as raison. Mais ce qui devient ridicule, c'était une vision utopique ce que j'ai dit, mais ce qui devient ridicule, c'est qu'on est capable, et je donne un autre exemple dans le secteur des technologies, d'avoir le maire de Paris, et je porte aucun jugement évidemment sur lui, qui fait une conférence de presse, je crois, et qui s'ébobie en public, lui et ses adjoints, parce que Twitter va s'installer en France. Twitter va s'installer en France. Non, mais le siège européen de Twitter. Oui, il va créer 3 emplois. 4 emplois. C'est ça. Non, voilà ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a une distorsion. T'en sens dur, monsieur X. L'activité d'une entreprise, ce qu'elle représente en termes de richesse économique créée dans un pays, et les employés qui y sont présents. Voilà, moi je prêche pour essayer de trouver un équilibre parce que c'est bon pour tout le monde en finale et pour le long terme pour ces mêmes entreprises. Voilà, ce sera le mot de la fin concernant ce débat. Vous voyez qu'on ne parle pas que de produits, on parle aussi de choses bien plus intéressantes, et pas uniquement de consommation. L'iPad mini, le mieux, c'est de l'essayer, vous verrez, et de le comparer au Nexus 7. Ça vous donnera une idée concrète une fois que vous l'aurez en main, parce que ça change beaucoup, notamment chez Apple. Je vous propose qu'on passe au bon plan de la semaine de notre partenaire MacWay. Le bon plan de MacWay cette semaine est un kit de 32 Go de RAM pour votre iMac équipé d'une puce Core i5 ou i7, une extension mémoire composée de 4 barrettes de 8 Go chacune, à installer vous-même et très facilement dans votre ordinateur et doper ainsi ses performances. Son prix 139 € au lieu de 196 en saisissant le code ORLM sur macway.com. Encore bien sympa le bon plan cette semaine. Tout de suite, la nouvelle rubrique de Refait le Max. Il s'agit bien sûr de la prédiction foireuse de Monsieur X. Monsieur X. Eh bien écoute, Attends. D'ailleurs, j'ai une image pour l'illustrer. C'est la dernière image de Steph Cartoon qui est assez osée. Donc, éloigner les enfants de l'écran, enfin de l'ordinateur, de l'iPad ou de l'iPhone, parce que ça balance. Ça balance et vous voyez, voilà ce que ça inspire. C'est une horreur. J'ai honte. Je vous laisse lire parce que moi, je ne reprendrai pas ces propos. C'est bien. C'est ta honte, mais tu le fais quand même. Hein, parce que c'est drôle. Et c'est crypté. C'est très dangereux, mais je vais le faire quand même. Oui. Il va falloir qu'on crypte l'émission à l'avenir. Monsieur X, donc la prévision foireuse de la semaine, c'est quoi ? Eh bien écoute, elle va pas être dans le champ Apple. Je vois plutôt une prévision dans le champ Microsoft. Et je pense à Microsoft et à sa tablette Surface. Allons-y. Microsoft, ils sont en retard depuis des années. Ils viennent enfin de sortir leur tablette pour essayer d'égaler Apple avec une tablette grand format. Et là, le marché a l'air de se déplacer, instantanément, sur le 7 pouces avec Google et Apple. Donc ma prévision, c'est que Microsoft va annoncer une Windows Surface 7 pouces avant Noël. Avant Noël Avant Noël. C'est les prévisions foireuses. C'est la prévision foireuse de Monsieur X. Oui. Allez, on passe au coup de cœur. Allez, on commence par Alexandre parce qu'il doit nous quitter, il est en retard ce soir. Désolé Alexandre. Écoute, c'est pas grave. Alors Olivier, est-ce que tu aimes le bon son ? Oh oui. Et est-ce que tu aimes te promener avec un gros casque sur les oreilles ? Oh oui. Eh ben écoute, moi j'aime pas trop me promener avec un gros casque sur les oreilles, alors j'ai trouvé ça. Et ça, c'est une merveille. C'est Ultrasound qui fait ça. Ça s'appelle l'IQ. Alors ça a un gros défaut, c'est le prix. Ça vaut 650 €. Ah ouais, la traoculaire, il dépote, hein. C'est absolument merveilleux. Je le conseille à tous les mélomanes, à tous les amoureux de la musique, à tous les audiophiles. C'est un truc absolument génial. Le son est splendide, la spatialisation est fantastique. Enfin bref, c'est meilleur que je ne tarie pas d'éloges sur ce truc-là. Alors ça vaut pas les produits fermés d'Ultrasound qui sont également excellents, mais franchement, rien à redire si ce n'est que c'est très cher et que je peux pas me l'offrir. Voilà, je suis triste. Voilà. Écoutez, comme Alexandre a son allée, on va le saluer et puis on va montrer la couverture d'iCreate avec l'iPhone 5 ce mois-ci en couverture. Et puis très vite, dès le prochain numéro, les tests complets de l'iPad 4 et de l'iPad mini. C'est bien ça, Exactement. Salut à tous. Salut Alexandre. Cédric, quel est ton coup de cœur ce soir ? C'est amusant parce que Monsieur X parlait de Microsoft en disant qu'il attend impatiemment. Il a une tablette. Alors l'émission sur Microsoft, c'est la semaine prochaine, c'est prévu comme ça. On va faire une émission dédiée à Windows 8. Allons-y. Voilà. On n'a pas peur. À ce moment-là, mon coup de cœur est un peu en avance. Alors il se trouve que Microsoft à l'E3, le salon du jeu vidéo en juin dernier, nous avait montré un truc qu'ils appelaient Smart Glass. On avait tous regardé ça bizarrement, qui était l'idée de rajouter une interaction de deuxième écran avec sa console Xbox.
Xbox 360. Le problème, c'est qu'on leur disait, ah bon, mais vous allez sortir une tablette? À l'époque, c'était, on verra bien. Ça vient. Mais ils avaient dit, non, mais évidemment, ça marchera avec des devices Windows, mais pas seulement. On avait dit, quoi? Vous allez sortir une appli maison, mais sur iOS ou Android? Eh ben, ça y est. Alors, ils vont pas faire ça avec Zune, hein. Il y avait non, curieusement, oui. Il y avait déjà une appli Xbox sur iOS. Ça y est, elle vient d'être mise à jour. Et donc, si vous avez une Xbox 360, vous allez commencer à pouvoir profiter de l'interaction Smart Glass du deuxième écran. Alors, c'est parfait pour contrôler les médias. Eh ben voilà, évidemment. Et non, Fanny is way ahead of me on this one. Non, mais c'était aussi mon coup de cœur. C'est pas grave. Ah, god damn. Dommage. J'en ai un autre. Vas-y, Cédric. Voilà. Et les coups de cœur, c'est alors, pour contrôler les médias, c'est génial, mais pas que. Les développeurs de jeux vidéo vont rajouter de l'interaction avec ce deuxième écran. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, tu as un jeu de fight et tout à coup, je sais pas, l'inventaire de ton sac à dos virtuel, il va apparaître sur ton smartphone ou ta tablette. Donc ça, c'est voilà, c'est fait. À l'égal ou à l'identique de ce qu'on va voir avec la Wii U de Nintendo qui sort dans le mois qui vient. Tout à coup, on va pouvoir faire des choses différentes. Ça pourra aussi remplacer le paddle. Donc voilà, moi je trouve ça vachement bien. Et puis surtout que ça s'ouvre à iOS, Android, c'est-à-dire. Par contre, il n'est pas possible, par exemple, d'envoyer un film à partir de, comme on le fait avec l'Apple TV et l'AirPlay, avec du DLNA, des choses comme ça. C'est pas possible. Même pas du DLNA. Je ne sais pas, je n'ai pas testé, mais je sais que ça marche sur l'iPad, donc je vais le tester dès ce soir sur l'iPad mini. Ce serait vraiment de pouvoir, en clair, l'Xbox se transforme en diffuseur du contenu de l'iPad, ce serait pas mal. Bon, c'est pour moi. Allez Fanny, quel est ton coup de cœur ce soir? Alors, j'ai 2 coups de cœur quand même, du coup. J'ai un coup de cœur question. Hein. C'est Cotix Music qui la pose. Ouais. Il demande si quelqu'un s'est déjà amusé à faire un historique de tous les coups de cœur dont refait le Mac. Hein. Eh ben, c'est une très bonne idée. Et la personne volontaire qui veut le faire, elle le fait. Et nous créerons une rubrique spéciale sur le site internet qui est revenu dans Refait le Mac, puisqu'on a trouvé apparemment la faille, parce qu'on a été vilement attaqué juste avant le direct. Bon, nous sommes revenus sur le site. Voilà, donc on va refondre le site. Et à ce moment-là, si quelqu'un veut œuvrer à lister les coups de cœur, on prend et on le mettra en lumière et en avant sur notre site internet. Fanny, ton coup de cœur? Alors, mon coup de cœur, c'est un petit jeu, ça s'appelle Super Tiny Leap. Vous connaissez ma passion pour les robots. Et on m'a envoyé du coup cette petite appli. C'est juste un petit robot qui peut monter. Et la question, c'est jusqu'où, avec un beau joueur, on peut faire grimper ce petit robot. C'est tout mignon. C'est un petit jeu pour iPhone. Et je vous le conseille. Merci Fanny. Monsieur X, quel est ton coup de cœur ce soir? Un coup de cœur et un coup de gueule. Alors moi, comme la semaine dernière, je ne suis pas du tout dans le domaine de l'informatique. Et après avoir fait le rangement, je vais faire les chaussures. Voilà. Mais voilà, j'ai une humeur de poule qui aime s'habiller. En ce moment, ça doit être ça. Mais voilà, moi je fais partie des gens qui ont les pieds plats. Et, je crois pas. Et c'est difficile. Et je me suis réacheté la semaine dernière des chaussures d'un chausseur parisien qui s'appelle Fenestrier, qui font des modèles esthétiquement qui sont plutôt début de siècle, mais qui sont comme des chaussons. Voilà, c'est rue du Cherche-Midi. Tant que c'est pas des Méphisto, Monsieur X, ça va. Voilà, mon coup de gueule quand même. J'ai téléphoné aujourd'hui à mon concessionnaire BMW, parce que oui, j'ai une BMW et je lui ai posé une bête question. Toi, l'anti-mondialiste, une BMW, mais qu'est-ce que c'est l'alter? Et je lui ai posé une bonne question, où est-ce que je peux et combien ça coûte, parce que je voudrais acheter le câble de connexion entre ma série 1 et mon iPhone 5 pour que l'interface de l'iPhone 5 soit repris dans ma BM, et on m'a dit c'est à l'étude, revenez en juin 2013. Et là je suis super déçu et je vais vous dire pourquoi, parce que dans les argumentaires commerciaux que j'ai entendus chez BM, c'est nous monsieur, nous avons la meilleure intégration avec les produits Apple. Avec celui-là, pas avec le tien. Ils vont sortir le câble de connexion un an après. Donc là, c'est mais il n'y a pas de problème, monsieur. Bougez-vous. Il n'y a pas de problème, je te donne mon iPhone 4, et puis voilà, et tu me files ton iPhone 5. En plus, regarde, il apporte un peu les stigmates de ma dernière sortie à vélo. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est de toute beauté. Bon, c'est un peu un coup de gueule de riche, mais je suis un peu déçu quand même. Voilà. Écoute, moi j'ai aussi un produit de riche, c'est une enceinte. Regardez, elle est de toute beauté. Et c'est la première enceinte qui se
Regardez, il y a un petit zip. Regardez. Voilà. Non, en fait, c'est une enceinte portable. C'est Libraton qui fait ça. Ça s'appelle le zip. D'où le zip. Ça sert à la protéger lors du transport. Il y a plusieurs couvertures pour la protéger. C'est une matière très agréable au toucher. C'est une petite couverture. C'est la première enceinte AirPlay portable. Il y a une batterie à l'intérieur, donc vous pouvez diffuser partout. Il y a du vrai gros son. C'est bien meilleur que les enceintes portables. C'est plus volumineux aussi, mais c'est plus cher que les enceintes portables Bluetooth du marché. Ça vaut quand même 449 €. Ça, le prix nous a fait beaucoup moins craquer, mais le design est vraiment tordant. Il est vraiment super. Le son est top. Ça s'appelle le Libraton Zip et ça vient d'arriver c'est AirPlay. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'avoir participé au 118e numéro d'On refait le Mac. Vous retrouvez Cédric dès samedi dans plein écran à 14h10. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Je respire, Cédric. Le meilleur des jeux vidéo de l'année, tel que vu à la Paris Games Week la semaine dernière. Merci Cédric. Fanny, vous la retrouvez à la Fanny's Party, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a C'est quand la prochaine? Alors, la prochaine, c'est toujours la Geek Kids Party le 18 novembre réservée aux enfants. Donc vous allez bientôt tous pouvoir venir, bientôt. Il va falloir que je vienne avec la pitchoune. Exactement. Alors. Et sinon, il y aura le 27 novembre la Fanny's Party de Noël, le 27 novembre. Et vous pourrez d'ailleurs... On va se déguiser alors. Non. Ah si, Fanny sera en Père Noël, en Mère Noël. Tout à fait, j'ai même des lutins en général. Voilà. De toute beauté. Et donc vous pourrez d'ailleurs, entre autres, normalement voir la Libraton et peut-être même pouvoir en gagner une pour Noël. Je viens. Monsieur X, vous le retrouvez chaque semaine dans Refait le Mac et sur son Twitter @TrueMrX. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous, on parlera de Windows 8. Beaucoup de choses à dire en compagnie de Julien Jay, le grand spécialiste de Windows. S'il y a un spécialiste, le staccanoviste de Windows, notamment en France, du site public. À la semaine prochaine. Bonsoir.